À point de vue, aujourd'hui, nous discutons des défis sécuritaires actuels et émergents auxquels le Sénégal fait face et sur la réponse à apporter à ces dangers. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Abdoulatif Haïdara, directeur de l'Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes et des risques criminels du Centre africain d'intelligence stratégique. Docteur Abdoulatif Haïdara, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes également avec le colonel Mamadou Hatch, colonel de l'armée à la retraite. Bonjour, mon colonel. Bonjour, bonjour Suleiman. D'abord, docteur Abdoulatif Haïdara, est-ce qu'on peut faire une sorte de typologie des risques auxquels le Sénégal fait face actuellement? Quels sont les dangers qu'il faut craindre actuellement et dans les mois, années à venir? Bonjour, je commencerai d'abord par vous saluer et saluer vos auditeurs. Merci. Effectivement, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une insécurité globalisée. Si je prends le mot que vous avez utilisé, le risque a deux composantes. La première composante, c'est la menace. La deuxième composante, c'est la vulnérabilité. Et toutes les deux composantes, effectivement, sont réunies pour que le Sénégal ait justement cette fatalité qu'on appelle le risque. Vous savez, nous sommes entourés par une ceinture de feu. Nous avons le Mali, 419 km, Guinée-Bissau, 33-38 km, la Gambie, 1500 km de frontières, et avec un fleuve de 1750 km qui nous sépare de la Mauritanie. Or, tous ces pays-là, ou bien sont des pays où l'insécurité est galopante, ou bien c'est des pays qui sont exposés à l'insécurité. Par conséquent, le risque est là. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Je ne vous parle pas maintenant de ce qui se passe au Nord Mali. Et des gens même qui font des infiltrations jusqu'à Kédougou. Et je pense que la gendarmerie en a arrêté. La police a arrêté ici des terroristes. Donc le risque est là, la menace est là. Maintenant, la vulnérabilité, ça, c'est une des questions internes. La vulnérabilité, c'est presque lié un peu à notre sociologie. Il y a justement ce problème de maslaha. Maslaha, le Sénégal, c'est le seul pays où tu peux voir quelqu'un avec son baluchon qui arrive chez vous, qui vous demande à manger, vous lui donnez à manger, qui vous dit le soir que moi j'étais venu voir quelqu'un, bon, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas où passer la nuit, vous lui donnez une chambre pour passer la nuit, sans savoir ce qui se passe dans son baluchon. Ce qu'on appelle la teranga sénégalaise, qui est aux antipodes de la sûreté. Des questions de sûreté. Donc ensuite, l'autre problème, c'est l'aveuglement politique. Parce qu'aujourd'hui, on confond démocratie, c'est-à-dire dans le cadre de l'exercice de la démocratie, on ne tient pas compte des mesures de sécurité et de sûreté. C'est l'aveuglement des politiques qui sont dans une euphorie démocratique extraordinaire avec l'insouciance des cavernes, c'est-à-dire qu'on ne se soucie même pas qu'on peut être infiltré par des éléments. Oh. Ensuite, il y a les oppositions que nous avons, les oppositions politiques. Heureusement, ça ne marche pas au Sénégal, parce que c'est sur ça que jouent justement les terroristes, les malfaisants, pour faire du mal à l'Afrique. On reviendra opposition nordiste, sudiste, opposition chrétien, musulman, etc., etc. On reviendra point par point sur ces différents aspects. Je voudrais introduire le colonel Mamadou Hatch à entendre le docteur Abdoulatif Haïdara est en relation avec cette ceinture de feu. Apparemment, la principale menace, c'est la menace terroriste, éventuellement djihadiste. Est-ce que vous partagez cette même analyse y a-t-il d'autres menaces qu'il faut prendre en compte, d'après vous? Moi, je salue le docteur Abdoulatif, qui est mon professeur. Hein. Vraiment, je ne peux vraiment, et tous les auditeurs. Alors, sur son analyse, on ne peut rien enlever de son analyse. Il parle bien sûr du risque. Bien sûr, la menace multipliée par la vulnérabilité nous donne le risque. Bien sûr, moi, je diviserai par la résilience. Bien sûr, la résilience, c'est bien sûr quand on règle nos problèmes entre nous, ces problèmes de vulnérabilité nous donnent de la résilience. Donc, vous divisez par la résilience, en ce moment, vous divisez le risque auquel vous êtes exposé. Beaucoup d'experts aujourd'hui se sont levés pour tirer la sonnette d'alarme, comme le colonel Aziz Ndaw. Et lui, il est dans le capitaine Gay, Chertian Gadio et d'autres.
Ouais, c'est des gens qui sont dans leur domaine, qui savent de quoi ils parlent. Donc, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'ils disent. Mais est-ce que, moi, la question que je me pose aujourd'hui, je n'ai pas écouté le ministre parce que j'étais en réunion, est-ce que c'est imminent? Je ne suis pas très sûr que c'est imminent, mais quand on regarde la lecture du terrorisme aujourd'hui, le terrorisme se trouve dans l'Interland. Et nous sommes dans le Rimland. Alors, l'Interland a toujours besoin du Rimland. Donc, pour moi, c'est ça qui protège le Sénégal. Comme on dit, les États-Unis sont protégés par la géographie. Le Sénégal est protégé par la géographie, notamment les ports de Dakar, de Monrovia, d'Abidjan, etc. Parce que c'est par là qu'il y a les axes logistiques des djihadistes. Donc, ils ne vont pas attaquer ces pays-là pour qu'il n'y ait pas de durcissement de leur axe logistique, pour leur permettre d'avoir toujours la logistique qui vient de ces ports, etc., par le trafic. Nous, on le fait passer par la voie normale, et ils le font passer par le trafic. Donc, c'est ça qui... Mais maintenant, il y a une nouvelle donne dans le Sahel. On n'a plus le terroriste d'avant. Avant, c'était des terroristes qui étaient prêts, radicalisés, prêts à mourir dans l'action. C'est-à-dire que les terroristes perdaient sa logistique et son personnel sur la cible, comme je le disais. Ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, c'est la territorialisation. Donc, c'est des forces djihadistes, d'accord, mais asymétriques, mais c'est des militaires, c'est des forces militaires qui font des actions militaires. Donc, ils vont attaquer généralement le pays en mettant des réseaux dormants et en attaquant par les frontières. Alors, je viens un peu à l'analyse de nos vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est généralement les frontières. N'est-ce pas, par où il faut passer. Mais est-ce que les frontières sénégalaises, c'était le thème du 4 avril, forces de défense et de sécurité et protection des frontières. On a entendu tout ce que ces forces de défense et de sécurité font au niveau de la frontière, que ce soit l'armée, la douane, la gendarmerie, la police et d'autres, les eaux et forêts, etc. Est-ce que, d'après vous, nos frontières sont suffisamment sécurisées? Est-ce que le fleuve Sénégal, par exemple, dont parlait le docteur Abdoulatif Haïdara tout à l'heure, est suffisamment bien protégé puisque ce fleuve longe toute la frontière avec la Mauritanie et avec le Mali? Oui, effectivement. Mais on en a parlé la fois passée au niveau à l'émission du 4 avril. Et on avait vu qu'au niveau du Sénégal, il y avait ce qu'on appelle une bonne préparation. Je voulais revenir un peu sur... on parlera tout à l'heure de la préparation, c'est un point critique, c'est un point important, mais sur la protection des frontières très rapidement. Voilà, c'est dans la préparation, parce que la protection frontière fait partie de la préparation. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place... Voilà, le colonel avait parlé des unités comme le Garci qui étaient mises en place. Par la gendarmerie, effectivement. Voilà, il y a les nomadisations qui sont en place, qui ont toujours été le rôle de l'armée sénégalaise au niveau des frontières. Il y a un certain nombre de moyens. Il y a la réponse globale qui est force de défense et de sécurité. Avant, on avait des forces militaires, aujourd'hui, on a force de défense et de sécurité. Ce qu'il faut là-bas, c'est un peu régler l'interopérabilité avec ces forces-là. J'en ai discuté la fois passée avec les commissaires de police. Il manque encore cette interopérabilité entre les forces. Pour cela, il faut mettre en place des centres d'opération. Des centres d'opération, l'armée de terre en a, on peut aller là-bas pour faire des simulations entre police, gendarmerie et ce n'est pas au moment de l'attaque ou de choses qu'on aura le temps de nous envoyer des alertes, etc. C'est dans le cadre de ces centres d'opération dédiés qu'il faut le faire. Donc il y a des unités dédiées, c'est très bien. Il faut mettre des centres d'opération dédiés et il faut des simulations permanentes. Et il y a une préparation au niveau stratégique aussi, où il y a une cellule au niveau de la présidence qui supervise un peu ce truc de lutte contre le terrorisme. Mais je reviendrai sur moi, ce que je disais sur le terrorisme, parce que moi j'ai une conception du combat contre le terrorisme. La conception, c'est les deux, comme je dis, qu'on appelle la stratégie indirecte. Donc, théâtre d'opération primaire, théâtre d'opération secondaire. Le théâtre d'opération primaire, c'est là où se trouve la protection. Donc, il y a 4 P. Le premier P, c'est la préemption. Le deuxième P, c'est la protection. Le troisième P, c'est la prévention. Et il y a un quatrième P. Je veux le revenir tout de suite. Donc, dans la préemption, le Sénégal a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'on est parti chercher les terroristes de loin. C'est-à-dire en stabilisant le Mali sur le plan diplomatique, en participant aux forces africaines dans le cadre de la lutte contre le djihadisme et en renforçant maintenant la CEDEAO. Parce que le terrorisme aussi, c'est un problème de sécurité collective. N'est-ce pas? Ce n'est pas un problème seulement de sécurité nationale. Alors, le deuxième P, c'est la prévention. Et c'est là où on n'est pas sûrement d'accord, souvent, entre l'État et nous qui sommes dehors. Il y a une confusion entre prévention et préparation. La préparation, c'est la mise en place de capacités cinétiques,
capable de faire face à une infiltration, à une attaque terroriste, etc. Mais la prévention est plus compliquée. La prévention, ça va prendre en compte la communication, notamment la presse, ça va prendre en compte l'éducation, ça va prendre en compte... Et c'est là qu'il faut faire un effort d'après vous. Mais c'est ça qui est la priorité. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Moi, je dis toujours, les forces là, comment on appelle, la riposte, c'est toujours sectoriel. Le ministre de la Défense, c'est ce qu'il fait, le ministre, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, c'est là où se trouve le problème. S'il y a des réseaux dormants, ces réseaux dorment où? Ils dorment avec les chômeurs, ils dorment avec les gens qui n'ont pas à manger, ils dorment avec... C'est ça. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Abdoulatif Haïdara quand il évoquait la teranga, la masla, etc. Docteur Abdoulatif Haïdara, est-ce que le Sénégal est suffisamment bien préparé? Est-ce que vous pensez par exemple que le programme de dotation en effectifs et en ressources, en ressources humaines, en ressources matérielles de l'armée dans le cadre du tableau d'effectifs et de dotation présenté par le président de la République et sur la bonne voie, disons, est une réponse appropriée, entre autres? Oui, je pense que les réformes qui ont été faites jusqu'à présent vont dans le bon sens, vont dans le sens justement de la prévention. Mais je pense que dans cette affaire-là de la lutte contre le terrorisme, bon, l'opérationnel est bon, mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur la prévention, hein, faire en sorte que les choses n'arrivent pas à nous atteindre. Parce qu'une fois que ça vient, bon, on est dans l'opération. C'est ce qui est arrivé au Mozambique, par exemple, le Mozambique dont le colonel Ndao a parlé ce matin. Et près à 10 km dans la ville de Palma, à 10 km d'un site gazier, dont l'avant-veille, on avait annoncé le démarrage. Il y a trop de coïncidences pour qu'on pense qu'il s'agit purement d'une radicalisation islamique. Est-ce que vous pensez que la prochaine exploitation des ressources gazières et pétrolières du Sénégal peut jouer un rôle justement comme ce fut le cas au Mozambique, comme vous le dites là à l'instant? Oui, mais c'est pas ce que vous pouvez penser. Non, mais c'est en réalité, le monde fonctionne comme ça. Il faut se préparer à ça. Il ne faut pas attendre, c'est pas quelque chose d'autre. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je vous ai dit, le colonel Hadj vous a fait un développement, il ne l'a pas terminé. Il vous dit que on n'est plus dans la radicalisation islamique en Afrique. En Afrique, on est plutôt dans une islamisation de nos radicalités sociétales. C'est très, très, très important. Si vous voyez le front de libération du Massina qui fait le feu et flamme dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est des peuples qui règlent le problème ancestral qu'il y a toujours eu entre les peuples éleveurs et les agriculteurs Bambara et Dogon. Ils ont islamisé la radicalité. Ici, comme le colonel a dit, il y a le chômage. On peut islamiser le chômage. On peut islamiser le manque d'emploi. On peut islamiser ses revendications politiques. Donc, il faut faire la différence. En Europe, au Proche et Moyen-Orient, c'est la radicalisation islamique des gens qui ont été endoctrinés, qui veulent mourir pour aller au paradis. Ici, c'est des mécontents, des gens qui sont, ou bien c'est des irrédentistes, des indépendantistes, tels que le Ansardine. Ansardine, par exemple, c'est quoi? C'est le MNLA qui s'est islamisé. C'est tout. Comme le MFDC peut s'islamiser. Donc, il ne faut pas confondre. En Afrique, la particularité, et c'est l'erreur que font les Européens quand ils disent qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes. Ils pensent que c'est une radicalisation islamique. Non, c'est une islamisation de nos radicalités sociétales. Et justement, pour trouver une solution à ça, il faut parler avec ces gens-là qui font partie de nous, qui ont des revendications sociétales qu'ils pouvaient poser sur le plan politique, mais qu'ils ont préféré islamiser. Merci beaucoup vraiment pour ces éclairages à tous les deux. Nous continuerons ce débat passionnant dans notre édition en Wolof. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition du Grand Journal en français à 12h50. Merci à vous de l'avoir suivi.